Bonjour à tous. Aujourd'hui avec les écologénieux, nous allons parler du milieu naturel à Cruy-sur-Ourcq. Cruy-sur-Ourcq est situé dans une large zone humide. Et oui, parce que les marais à l'époque, surtout au Moyen-Âge, les marais, les milieux humides fonctionnaient comme un rempart naturel. C'est aussi comme ça que les douves pouvaient être agrandies autour des châteaux sans avoir besoin à trop creuser. Alors, comment faire la différence entre une mare, un marais, un étang, un marécage, une tourbière? Et oui, chaque milieu humide a sa définition et ses caractéristiques propres. Du coup, ils ne peuvent pas être protégés et gérés de la même manière. C'est important de connaître leur équilibre et leur biotope, c'est-à-dire leur biodiversité spécifique pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, quel est son état de santé. Et oui, parce que par exemple, dans une mare, nous verrons que son état eutrophe n'est pas signe de mauvaise santé, bien au contraire. Et dans un étang, inversement, un étang qui est envahi de végétation, ça ne peut être plus bon dans certains cas. À Cruy-sur-Ourcq, les mares et les étangs sont inexistants, ou les mares, il faut vraiment les trouver. Donc c'est pourquoi nous allons nous amener ailleurs, en Île-de-France, pour vous montrer ce qu'est l'équilibre d'une mare et d'un étang. Allez, on y va! Il faut savoir apprécier le caractère palustre de Cruy-sur-Ourcq, c'est-à-dire l'aspect tourbeux qui fait que la végétation sur l'eau est assez envahissante, mais reste naturelle, parce que comme on peut le voir, la végétation est une source de nourriture pour les animaux, mais aussi un terrain de chasse pour de nombreuses espèces. Il faut aussi prendre ce caractère en compte lors des critères d'aménagement de l'espace. Comme on peut le voir au quartier des Meuniers à Cruy-sur-Ourcq, l'eau n'est pas très loin lorsqu'on creuse dans la terre. C'est ce qui peut entraîner des risques d'inondation dans les habitations si ce n'est pas correctement aménagé en fonction du niveau de l'eau, surtout lorsqu'il pleut jusqu'à une semaine. Là, c'est problématique parce que comme on peut le voir, à peine on creuse et l'eau est déjà là en surface stockée dans le sol. Oui, c'est comme une grande éponge. Donc justement, le caractère marécageux et tourbeux de Cruy-sur-Ourcq était un avantage à l'époque médiévale jusqu'à notre époque, parce que justement tout ça, ça a été construit comme rempart naturel. Et il a suffi juste d'agrandir et de creuser dans la terre pour agrandir l'eau, la surface de l'eau, et améliorer l'effet rempart de l'eau autour des habitations, des châteaux et des villages. Et oui, mais aujourd'hui ça peut être considéré comme une contrainte, parce qu'à l'époque où on est, eh bien, faire le tour, c'est perdre du temps, perdre de l'essence, alors que l'omniprésence de l'eau était un avantage à l'époque pour avoir l'irrigation nécessaire pour l'agriculture, mais aussi les habitations. Donc c'était bien plus pratique à l'époque. Donc tout ce qu'on peut considérer comme sale ici ne l'est pas. Toute cette verdure en fait représente des ressources pour les espèces, pour se nourrir, pour se cacher ou pour nicher tranquillement sous la vase. Eh bien, il est essentiel de reconsidérer ces espaces humides assez eutrophes comme des véritables ressources, mais aussi un simple cycle de vie qui mène vers un nouveau lieu de vie transitoire. La marais, avec l'eutrophisation, est un espace de transition vers un nouveau lieu de vie. Ça peut très bien être une forêt tourbeuse. D'ailleurs, si les marais comme ça n'existaient pas, nous n'aurions pas la Drosera, une espèce végétale carnivore que l'on trouve que dans ces milieux-là. Donc chaque milieu comme celui-ci est assez spécifique à une espèce rare qui ne trouve que sa place dans ce genre de milieu. Donc en fait, il ne faut pas considérer que ce type de milieu est à éclaircir, justement parce qu'une autre propre ferait mourir, par exemple, la Drosera.
mais il faut savoir apprécier leurs avantages. Eh bien, le rôle de l'eau dans l'environnement, c'est un rôle de refroidissement de l'atmosphère, en plus aidé par les plantes qui font de l'évapotranspiration vers l'atmosphère et qui limitent la violence des perturbations. Il faut savoir aussi apprécier ces milieux par la richesse qu'on peut déjà constater dans ce milieu, mais aussi la présence de certaines espèces rares qui ne sont adaptées qu'au milieu tourbeux, parce que justement cela demande une adaptation assez spécifique. Il faut avoir un avantage sélectif particulier, donc c'est pour ça aussi qu'ici on trouve une belle biodiversité de chauves-souris, parce que comme le milieu est soi-disant mort, eh bien les chauves-souris nichent dans ce bois mort. Donc c'est très avantageux pour eux, mais aussi c'est très riche en moustiques. Du coup, la chauve-souris peut nicher dans le bois mort, mais aussi se nourrir à proximité des marais. C'est pour ça qu'on peut se réjouir d'avoir certaines espèces rares de chiroptères. Comme on parle des chauves-souris ou de la drosera, surtout ne pas nettoyer ces marais, sinon autrement ces espèces et ces milieux sont en danger. Autour de Cruy-sur-Ourcq, on peut apprécier le milieu comme le principe d'un hôtel à insectes. Et oui, en fait, il y a beaucoup de matière morte et donc du coup d'espèces, ça profite. Donc c'est très essentiel pour recycler la matière organique et offrir aussi de la matière comme des engrais directement assimilables sans avoir besoin que nous les humains nous ayons besoin à travailler ce processus. Tout est déjà servi par la nature, à mon avis. C'est ce qui explique aussi l'installation des humains ici dans ces terres depuis longtemps, parce que les marais, même s'ils paraissent pas très propres, offrent une qualité et une diversité inestimable de ressources naturelles. Donc voilà, c'est pas forcément bon de maintenir propre un milieu humide, parce que ça peut être un milieu humide eutrophisé, c'est-à-dire plein de végétation et d'algues. Eh bien, ça veut dire que le marais meurt sur plusieurs années, sur un très long terme, mais tout en restant vivant. Le maintenir soi-disant propre, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau claire, eh bien, c'est de l'acharnement écologique, comme un peu l'acharnement thérapeutique. On essaye de le maintenir en vie, mais en fait, ça le déséquilibre complètement et finalement, sur la biodiversité, eh bien, c'est pas forcément favorable. Il y a voire même moins de biodiversité que s'il reste naturellement en voie d'eutrophisation et donc en situation de transition vers un nouveau milieu naturel, c'est-à-dire on peut considérer qu'après ça peut être dans plusieurs centaines d'années une forêt tourbeuse avec sa biodiversité spécifique. Donc à chacun son milieu, à chacun ses espèces et à chacun son type de biodiversité et donc de biotope. Il existe des marais vivants en plein milieu des champs. Alors, comment ça se fait? C'est parce que celui-ci est couvert par une bonne ceinture végétale. Donc, il permet d'offrir à ce marais un minimum d'ombre, des zones fraîches, mais également la végétation permet aussi de retenir l'eau, de faire une armature pour la zone humide, pour qu'elle ne se disperse pas dans le paysage. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est perdu intelligence, que ce n'est pas vivant. On distingue de la mare de l'étang par sa superficie inférieure à 5000 m², mais surtout sa faible profondeur inférieure à 2 m². La surface d'eau libre est seulement de 25-50%. Donc il faut que la mare, pour qu'elle soit vivante, soit inondée de végétation. C'est-à-dire qu'elle doit avoir de la vase, des algues, mais aussi de la végétation en surface pour que
ce petit monde soit bien accueilli grâce à toute la végétation. Donc si une mare n'est pas marron ni verte, eh bien elle n'est pas vivante. Pour qu'elle soit vivante, une mare ne doit pas être propre. Là, elle a la couleur marron. C'est ce qui fait qu'elle est pleine d'algues, mais aussi de nutriments pour que les petites grenouilles comme celle-ci là puissent se cacher ou bien se nourrir dès qu'il y a des prédateurs. Donc là, quand il y a un bon couvert végétal autour, eh bien, ça préserve la mare aussi de l'évaporation. Ce qui fait qu'il y a un niveau d'eau minimum. Ce marais n'est pas mort non plus. Bien sûr, il a une phase sèche, mais il est toujours vivant parce qu'en effet, les plantes qui s'y développent sont adaptées aux phases de sécheresse, tout comme aux phases de surplus d'eau. Donc ces plantes sont comme hybrides et peuvent s'adapter à l'évolution de la mare. Elle a toujours été comme ça, même si elle reste sèche en été. Là, c'est toujours bon, même si il n'y aura peut-être plus rien dans quelques mois, eh bien, les libellules ont le temps de se reproduire pour ensuite reprendre un nouveau cycle de vie l'année suivante. Donc, même si une mare est sèche à une certaine période, comme en été, eh bien, ce n'est pas grave si la faune a le temps de se reproduire au printemps lorsqu'il reste encore de l'eau. Cette mare a toujours fonctionné comme ça et depuis toujours, on la voit vivante avec la même dynamique. D'ailleurs, on peut remarquer que les grenouilles peuvent venir de temps en temps lorsqu'il y a de la compétition dans les mares à côté. C'est comme une réserve de substitution lorsque la compétition est un peu trop forte ailleurs. Cette mare, elle est intéressante parce que elle peut servir aussi de reproducteur pour les têtards. Les têtards ne mangent pas les libellules, donc les libellules peuvent vivre ici alors qu'à l'état adulte, ça convient un peu moins à la grenouille, cette sorte de milieu naturel. Donc cette mare, même si elle est presque à sec, eh bien, elle n'est pas morte, elle est bien vivante. Elle permet de constituer une niche écologique pour la reproduction. Donc là, les libellules, elles sont tranquilles parce que ici, c'est surtout une réserve pour les têtards. Et à l'état adulte, c'est pas très intéressant pour les grenouilles parce que c'est peu profond pour se cacher. Mais en même temps, elles ne peuvent pas manger les libellules qui se trouvent là. Parce qu'en fait, si elles se révèlent trop, eh bien, c'est les prédateurs du dessus qui vont les attaquer comme les couleuvres. Donc, elles n'ont pas trop intérêt à chasser les libellules ici. D'ailleurs, on peut voir que les libellules se plaisent dans ce milieu naturel. Surtout une mare qui est très peu profonde. Donc là, il y a quelques grenouilles adultes, mais elles ont intérêt à bien se cacher pour ne pas se faire manger parce que c'est très peu profond. Heureusement qu'il y a plein de vases. Et aussi également, les têtards ont intérêt à bien se cacher parce que les libellules peuvent les manger. Heureusement, la végétation reste assez importante pour les cacher, donc d'où l'intérêt de laisser la végétation et de ne pas nettoyer les mares pour que ce soit transparent. Celle-là non plus, elle n'est pas en train de mourir, elle a toujours été comme ça, elle est toujours pleine de vie. On peut toujours observer des grenouilles, des libellules et d'autres animaux semi-aquatiques ou aquatiques dedans. Et la matière organique qui s'accumule finit toujours par être digérée. Pour déterminer si un marais est vivant, eh bien, il suffit de laisser des planches ou des bouées de bois dans les mares et voir à quelle vitesse elles digèrent le bois mort. Par exemple, quand on fait ça, regardez la différence entre la partie aérienne et la partie souterraine. Là, on a affaire à un étang parce que c'est assez profond et assez étendu pour être qualifié de ce type de zone humide. Et non, ça ne peut pas être un lac parce que un lac, lui, il a une zone aphotique, c'est-à-dire
que là, pour que ce soit un lac, il faudrait qu'il y ait une zone avec assez de profondeur pour que la lumière ne pénètre pas. Donc là, comme c'est un étang, il n'y a pas assez de végétation pour que cela soit qualifié de marais, c'est-à-dire que la végétation ne couvre pas plus de 50% de la surface. On peut imaginer que Crouy-sur-Ourcq, à la base, pouvait être un ensemble d'étangs qui se sont eutrophisés au fil des millénaires et qui sont devenus après une tourbière. Donc comme pour les mares qui sont stables dans le temps, l'étang dispose d'une couronne végétale très importante. Elle permet de maintenir la stabilité des berges, mais aussi elle garantit la tranquillité des animaux qui chassent et qui se reproduisent. Donc cette couronne végétale permet aussi de faire une niche pour les oiseaux qui chassent, ou bien une niche pour tout simplement nicher et se reposer à proximité de l'eau, de leur lieu pour se nourrir, mais aussi pour se reproduire. Pour concilier tourisme et protection de la nature, ici, les barrières végétales sont nombreuses. Bien sûr, on n'a pas trop de points d'observation, mais ce qui est important, c'est que par cette barrière végétale et cette ceinture végétale, le milieu soit préservé de la fréquentation. On peut le fréquenter, mais cette frontière permet de garantir l'intimité de la faune sauvage, mais aussi la protection des berges contre l'érosion. On peut faire plusieurs petits panoramas sur des lieux stratégiques où on peut observer le plus d'espèces possible, mais en nombre limité. Si on devait trop ouvrir la zone naturelle, cela menacerait la fréquentation de la zone par les espèces sauvages et finalement ce serait difficile de les observer, ils ne se sentiraient pas tranquilles. Maintenant, vous comprenez pourquoi un étang, une mare ou un marais ne se gère pas de la même manière. C'est pour ça qu'il est important de distinguer l'ensemble des zones humides. Un étang, lui, n'aura pas la même biodiversité qu'une mare ou un marais. Ils auront chacun leur biodiversité propre, leur richesse propre. On ne trouvera pas les mêmes espèces spécialistes dans un marais ou dans un étang. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à leurs caractéristiques et les respecter quand on veut les protéger ou les restaurer. Continuons notre chemin plus loin à la découverte d'autres milieux humides. On reconnaît les prairies humides, les marécages, même l'eau n'est pas visible. En fait, ce sont les plantes qui nous l'indiquent, comme celle-ci, mais aussi surtout les plantes verticales qui ont des allures de roseaux. Donc là, on peut voir très bien des plantes de la famille des joncacées. Et derrière, aussi des plantes violettes bien vertes pour démontrer que l'eau n'est pas très loin en dessous. Donc plus les plantes sont vertes, plus l'eau est proche. On peut observer qu'en hiver, lorsqu'il pleut un peu plus et qu'il y a moins d'évaporation, l'eau peut même inonder la prairie, mais c'est très peu visible à cause de la végétation très haute. On peut aussi identifier ces milieux humides en hiver par le fait qu'il y a beaucoup de brouillard. C'est la rosée du matin qui transpire beaucoup plus quand l'eau est proche du sol, de la surface du sol. Donc c'est pourquoi, avant d'aménager, il faut bien caractériser ces prairies humides. Et oui, l'eau est pas très loin, donc lorsqu'il y a une semaine de pluie, eh bien ça peut devenir un véritable marais, comme un marécage. C'est pour ça ici on est au niveau du marais du Négando, donc c'est comme une grosse éponge. Voilà, on peut qualifier les marais de Crouy-sur-Ourcq comme des marais tourbeux parce qu'en effet on retrouve la Drosera, une plante insectivore. C'est une plante typique des tourbières et également une tourbe où bien sûr la végétation
cache bien l'eau en dessous et que du coup cette terre humide n'est pas vraiment visible, mais elle est bien là à quelques centimètres en dessous, donc il faut prendre garde quand on habite dessus. Le marais tourbeux, il y a beaucoup d'eau, mais on ne le voit pas ou bien on voit l'eau très mal. En fait, ça s'identifie par justement cette végétation qui ressemble à des roseaux ou bien même de la famille des joncacées, mais aussi ces grands arbres comme les peupliers ou les saules qui sont très grands et qui ont la capacité de pomper l'eau et à pousser sur des profondeurs avec leurs racines. Donc là, en fait, dans le principe du marais tourbeux, eh bien, c'est une couche d'eau très épaisse dans la terre bien alvéolée. Donc on peut le remarquer par exemple par temps de pluie, c'est là que des flaques, voire même des cours d'eau émergent au sein du marais, parce que avec la moindre pluie ou la semaine de pluie, c'est là que le niveau de l'eau augmente et que là, ah ça y est, l'eau apparaît. C'est pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi quand on aménage. C'est important de bien vérifier le niveau de l'eau, mais aussi sa capacité à remonter. Mais aussi bien vérifier la couleur de la terre, car plus elle est noire, plus elle est organique. À Crouy-sur-Ourcq, nous ne parlons pas de tourbière, mais de marais tourbeux. En effet, on peut repérer la tourbe par sa couleur noire sur une couche profonde. Marais tourbeux parce qu'on peut observer dans l'environnement que l'eau est stagnante. Ici il s'agit de canaux, mais l'eau circule lorsqu'il y a de la pluie pour que ça circule entre les marais, mais aussi les mares. Ici on parle de marais et de marécage parce que ici à Crouy-sur-Ourcq on peut retrouver quelques mares, mais peu accessibles. On retrouve des marais, des eaux stagnantes, et cet ensemble peut se faire entre les canaux qui circulent. Du coup, la matière vivante qui se trouve à l'intérieur, que ce soit animale ou végétale, peut circuler entre les différents milieux. Donc là, on peut vraiment parler de marais parce qu'il y a une diversité de milieux humides, d'eau stagnante, mais aussi d'eau circulante grâce à la vallée de l'Ourcq. Donc l'intérêt d'un milieu fermé, d'un milieu humide fermé, c'est pour les amphibiens, pour être protégés des prédateurs, mais aussi préserver leur tranquillité. Si on ouvre trop une mare ou un marais, eh bien les grenouilles et les amphibiens n'ont plus de quoi se cacher. D'où l'intérêt, mais aussi la frustration de ne pas trop les voir, mais de beaucoup les entendre. Oui, d'accord avec moi, hein. Écoutez la richesse. Voilà, c'est en chanson marécageuse que l'on termine ce reportage sur les mares.